par remercier l'assistance de s'être inscrite pour venir à cette remise de prix, cette remise assez nombreuse. Je pense que la porte s'ouvrira un peu en grinçant plusieurs fois, quelques personnes qui arrivent encore. Voilà, donc j'ai le plaisir d'ouvrir et puis aussi de conduire, si je peux dire, cette cérémonie que nous voudrions plus amicale que cérémonieuse, mais qui est tout de même, non sans solennité, en cette nouvelle année. Je remercie, je vous remercie d'être là et je vous dirai très vite comment cette heure va se passer. Je dirai quelques mots du prix lui-même qui n'est pas encore très connu, puis quelques mots sur notre lauréat, après quoi je lui remettrai ce prix, plus symboliquement, et ensuite nous converserons autour de quelques questions liées à ses activités de traduction et au domaine qu'il traduit. Après quoi, alors, je crois qu'il y a un cocktail à côté. Vous avez peut-être vu une affiche disant que la cuisinière était absente et que le club des enseignants était fermé. Et je ne sais pas donc ce qu'il en est. Ce sera le suspense. Voilà. Je voudrais donc rapidement présenter ce prix qui n'est pas très connu. Il est remis le 30 septembre, ou autour du 30 septembre, qui est, comme vous le savez peut-être, la Journée mondiale de la traduction, ce qui remonte à l'initiative ancienne de la Fédération internationale des traducteurs de 1953 et à une préconisation de l'UNESCO et des Nations Unies il y a une vingtaine d'années. Le fait d'avoir placé cette remise de prix le 30 septembre, d'ailleurs, de manière un peu immodeste, je crois, a contribué à redonner du poil de la bête à cette journée, parce que, en fait, beaucoup de gens ne savaient pas qu'elle existait. Elle a été délaissée, au point que la concurrence, je l'ai appris, empêchait certains traducteurs d'être là aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres manifestations sur la traduction le même jour. Le 30 septembre renvoie à la Saint-Jérôme, et donc à Jérôme de Stridon, qui élabora le texte de la Vulgate au 4e, 5e siècle. Et peut-être Marc Delaunay aura-t-il quelque chose à nous dire sur la sécurisation, sur sécurisation et traduction. Mais notre prix est placé sous le patronage d'Étienne Doley, penseur et traducteur du XVIe siècle. Étienne Doley a sa rue dans le 20e arrondissement, elle n'est pas très ancienne, et j'ai lu quelque part qu'elle avait été baptisée Étienne Doley sous la Troisième République par des anticléricaux qui voulaient narguer l'église étant au bout de la rue, qui est Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. Étienne Doley eut aussi sa statue non loin d'ici, place Maubert. Il avait été brûlé vif en 1546, notamment à cause d'une traduction qui avait déplu. Donc c'est un martyr de la traduction en quelque sorte. Et cette statue qui avait été érigée en 1989 a été fondue sous l'occupation en 1941. Donc elle n'existe plus, le piédestal est resté encore quelques décennies et ensuite a disparu. Et il faut savoir qu'il en reste aussi des traces dans Nadja, dans le breton, qui mentionne, qui donne une photo de la statue et qui mentionne, dans des termes un peu nébuleux à mon avis, son rapport à cette statue d'Étienne Doley. Et puis donc, face à ces lieux de mémoire, lieux réels ou littéraires, eh bien, nous avons donc choisi de donner ce nom à ce prix. Ce prix est issu de la Sorbonne et c'est un sujet de débat et de crispation entre traducteurs vivant de leur plume et traducteurs universitaires les traducteurs universitaires et traducteurs vivant de leur plume parfois ont des rapports tendus selon les époques. Et je préciserai qu'en donnant un prix de traduction depuis la Sorbonne, nous ne voulons pas réquisitionner ni récupérer la traduction pour l'université. Cela dit, je rappellerai quand même que la traduction, sous forme de thèmes et de versions, qui sont des exercices universitaires qui sont parfois décriés, cette traduction me semble être très très formatrice, surtout à une époque comme la nôtre où l'usage des langues étrangères ne s'appuie finalement pas toujours sur une solide connaissance du français et de la syntaxe et sur des lectures assidues. Et donc cet exercice me semble toujours très fondateur et il me semble qu'une version d'agrégation réussie devrait être aussi une très bonne traduction littéraire. Une preuve s'en trouve dans le sens inverse si on pense aux corrigés de thèmes de l'excellent à l'UNS qui sont des œuvres littéraires.
Voilà donc pour une brève défense de la traduction à l'université. Je rappellerai enfin, pour terminer à ce prix, la composition du jury qui a varié au fil des ans. Le prix comporte des enseignants-chercheurs et des membres extérieurs. Les voici. La plupart d'entre eux sont dans la salle. Laurence Bresse-Chanet, qui est professeure de littérature espagnole ici à Paris, Sorbonne, et traductrice. Lorenson, qui est professeure de littérature russe et traductrice. Isabelle Lavergne, qui est maître de conférence en littérature italienne et traductrice. Florence Trocmé, qui est fondatrice du site Poésie Parole notamment. Marie-Céline Daniel, qui est maître de conférence en littérature anglaise ici, et vice-présidente à la formation tout au long de la vie, et vice-présidente de la commission formation et vie universitaire. Pascal Aquien, qui est professeur de littérature anglaise et traducteur. Donc moi-même qui suis professeur de littérature allemande. Guillaume Métayer, qui est chargé de recherche au CNRS et traducteur du hongrois et de l'allemand. Yann Migoubert, qui est directeur du service culturel de Paris-Sorbonne, et lui-même traducteur de l'italien et de langues anciennes. Enfin, Elisabeth Brunier, l'Université technologique de Compiègne, qui n'a pas pu siéger cette année. Virginie Bloch-Lenné, journaliste, qui nous a rejoint à l'occasion de cette rentrée et dont je salue la présence parmi nous. Et enfin, je nommerai Claire Stolz, qui est vice-présidente du conseil d'administration de Sorbonne Université et vice-présidente à la vie étudiante, qui nous assure toujours de son soutien. J'ajoute que ce prix, qui est décerné par l'université et qui est doté de 3 500 €, c'est une somme qui n'est pas trop infime, mais il me semble important de la nommer parce que la valeur d'un prix se mesure aussi, non seulement à l'institution qui le donne, au nom qu'il porte, mais aussi à la somme, à cette valeur en argent. Et il sera rejoint par un autre prix qui nous tient à cœur venant de la Sorbonne. En effet, nous voudrions fonder un prix pour récompenser les travaux d'étudiants traducteurs, un prix d'encouragement et d'incitation à partir de travaux de master, par exemple, qui seraient donnés pour susciter la relève. Ce prix, malheureusement, n'est toujours pas décerné, alors que nous en arrivons à la 3e édition du prix, parce que sa mise en place est longue et complexe. Il faut faire la publicité, il faut informer, il faut collecter des travaux, les lire, les expertiser. Et je pense que nous arriverons, j'espère vraiment l'année prochaine, d'autant plus que nous avons maintenant un mécène, la personne d'Antoine Guetten, qui a créé en 1986 une société de traduction juridique, financière et institutionnelle qui s'appelle Translation et qui propose de soutenir le prix estudiantin. Et donc c'est pour nous dorénavant un devoir que de le mettre en place. Les prix disent les statuts du prix Étienne Dieulay récompensent chaque année un traducteur confirmé pour l'ensemble de son œuvre. Et il s'agit, pour les membres du jury, de mettre au jour des traducteurs qui, à nos yeux, sont trop peu reconnus, ou plus largement, de mettre en lumière des activités de l'ombre ou peu exposées au grand jour. Certes, la traduction et les traducteurs ont gagné en visibilité dans les dernières décennies, ont gagné en visibilité ou perdu en invisibilité, dirais-je même, pour faire écho à un titre de Lawrence Venuti. On peut se féliciter que les traducteurs soient cités plus souvent, perçus dorénavant comme auteurs des textes. Cela dit, cela se produit à une époque, en fait, du devenir visible de toute chose, de tous, à tout instant. Et donc, on en profite en tant que traducteur, mais peut-être qu'il y a aussi une sorte de dilution de cette visibilité. Mais cela dit, nous ne boudons pas notre plaisir malgré tout. En la personne de Marc Delaunay, le jury a distingué un traducteur et un chercheur. Traduction et recherche sont deux activités qui sont liées, qui ont partie liée avec une certaine solitude, mais surtout avec la constance. En consultant, par exemple, un catalogue de bibliothèque, les publications de Marc Delaunay, on est impressionné par la quantité de textes traduits, de textes commentés, d'articles et de livres. C'est bien sûr de son œuvre de traducteur que j'essaierai ici de dire quelques mots. J'emploie le mot œuvre dans œuvre de traducteur à dessein, comme le fait Antoine Berman. Et là, ce n'est pas uniquement la quantité de titres qui fait œuvre, mais aussi la durée. Depuis le milieu des années 1970, Marc Delaunay a traduit une cinquantaine d'ouvrages, quelques-uns en collaboration, mais la plupart de sa seule signature, depuis l'allemand. En tant que littéraire, j'ai relevé certains titres qui sont des titres de Rilke, et rien de moins que les élégies de Duino, de Peter Handke et son premier roman Les Frelons, sur la muraille de Chine de Kafka,
voix biblique de Schoenberg, livret d'opéra. Mais c'est la continuité dans l'œuvre de ce que les germanistes appellent l'histoire des idées qui fait, je crois, la colonne vertébrale de cette œuvre de traducteur, avec Nietzsche, traduit depuis le milieu des années 70 jusqu'à une récente Pléiade. Avec Adorno, Habermas, Arendt, Elias, il me semble, et ce n'est pas un hasard pour un chercheur de l'archive Husserl, que c'est dans la traduction des néo-kantiens, Hermann Cohen, Ernst Cassirer, ainsi que dans celle de la triade formée par Rosenzweig, Scholem et Boba, que se situe le cœur de la pensée et de la pensée traductive sur la traduction de Marc Delaunay, et qui pourra bien sûr, dans quelques instants, nuancer, corriger, préciser à loisir ce que je dis rapidement maintenant. J'ai découvert aussi, par le jeu du moteur de recherche de la bibliothèque Malesherbes, que Marc Delaunay avait écrit une préface à la conquête de Plassans de Zola. J'ai été étonné, au début je pensais que c'était quelqu'un d'autre, et je me suis aperçu finalement que ce détour est un détour qui était apparent et qu'il soulignait une ligne de force de vos recherches et de vos traductions, ce qui porte sur la religion, la sécularisation, et ce qui se traduit notamment, ce qui se montre notamment dans la traduction que vous avez faite de Protestantisme et modernité d'Ernst Troeltsch. Bref, la cohérence et le mouvement de votre œuvre de traducteur m'incitent à caractériser l'homme que vous êtes, ce qui transparaît dans vos écrits, par une expression qu'employait Hofmannsthal dans une de ses lettres du voyageur à son retour, une expression en anglais. Hofmannsthal écrit « The whole man moves at once ». L'homme entier se meut d'un seul tenant. Et si c'est ce qui, pour moi, apparaît dans votre œuvre de traducteur. Par ce mouvement, par l'étendue et la profondeur de notre savoir philosophique et philologique, et je n'ai pas mentionné plus précisément les livres et articles dont vous êtes l'auteur, Marc Delaunay, vous avez fait connaître en France tout un pan de la pensée allemande, principalement du XXe siècle, révélé, réévalué, rééquilibré, me semble-t-il, notamment par rapport à des inflexions qui avaient pu prendre la réception de la philosophie allemande dans la deuxième moitié du XXe siècle après-guerre. J'ai parlé de ces deux activités, traduction et recherche, mais je suis tenté d'en ajouter une troisième qui est celle du commentaire et de la pédagogie pour ce qui relève de la traduction. Vous avez publié il y a quelques années un mince ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que traduire ?» un ouvrage, un titre à la fois simple et aussi très ambitieux, « Qu'est-ce que traduire ?» et dans une collection qui est destinée aux étudiants et au grand public cultivé. C'est un ouvrage que personnellement je conseille beaucoup à mes étudiants et que j'ai lu et que je consulte souvent parce qu'il est non seulement d'une grande clarté, il est d'un grand équilibre quant aux théories de la traduction, il n'est pas dogmatique en prétendant donner une vision unique de la traduction, mais il est aussi une mine d'incitation à d'autres lectures et en fait en vous lisant dans ce texte-là, mais dans d'autres textes aussi, on est constamment mené vers d'autres découvertes. Et c'est un voyage, ce livre, dans la pensée de la traduction, nourri par une pratique sans cesse réfléchie. En outre, dans ce livre, vous donnez un concentré, une sorte de mise en abîme de votre œuvre de traducteur, puisque vous y donnez une traduction commentée de longs extraits de textes essentiels que sont l'introduction de Humboldt à sa traduction de la L'Avénon des Chines et l'essai de Schleiermacher des différentes méthodes du traduire. Ainsi, les trois activités que sont la lecture scientifique des textes, la traduction comme pratique et la réflexion sur la traduction se révèlent indissociables, je crois, chez vous, avec une circulation intense entre elles. Les traducteurs se cantonnent souvent dans le silence quant à leur activité, partant du principe qu'ils en disent assez par le fait même qu'ils traduisent. On sait cependant que les préfaces, les postfaces, les notes de traducteurs, les autres témoignages sont plus fréquents, plus instructifs qu'on le croit parfois, mais encore faut-il les rassembler. Dans votre cas, il me semble que cette activité, accompagnant la traduction, est aussi un gage de ce que la traduction, c'est une pratique, comme disait Henri Michalik. Il y eut une époque où certains théorisaient sur la traduction en plaçant leur théorie en surplomb, superbement déconnectés des contraintes de cette tâche ardue, minutieuse, qui nécessite parfois des accommodements avec le ciel. C'est moins le cas de nos jours. Mais on sait aussi que certains théoriciens, parmi les plus marquants, n'ont pas toujours mis en pratique leurs idées. Je songe ici, nous avons parlé à Benjamin et sa traduction des Fleurs du Mal confrontée à la tâche du traducteur, cet essai
séminale, aux écrits de Berman, mis en regard de ses traductions de romans argentins, où sa théorie de la traduction du vernaculaire ne se réalise pas totalement. Chez le lauréat de notre prix, la poursuite parallèle et intense des activités est sans doute un gage que la pensée de la traduction garde fermeté et souplesse et ne se trouve pas dans un rapport de contradiction avec les décisions traductives. Ces quelques mots n'étaient qu'un bref et maigre hommage à Marc Delaunay. J'en dirai pas plus afin que vous l'entendiez parler de son activité. Dans les discussions que nous allons avoir, les lectures qu'il va faire. Avant cela, je vais lui donner, donc, remettre ce prix qui se présente sous la forme suivante. Il y a ce pseudo-chèque, il y a un virement qui aura été fait, que je vous remets, ainsi que ce diplôme portant un phénix qui est l'œuvre d'Isabelle Lavergne, qui est assise, qui fait partie du jury, qui est graveleuse et qui a dessiné ce magnifique phénix qui orne donc le diplôme de ce prix, donc, qui est un des symboles de la traduction, pour autant dire. Voilà, donc je Merci vous beaucoup. félicite. Voilà, donc je crois que vous voulez commencer par une lecture de texte de Nietzsche, et puis ensuite on passe à quelques questions de conversation. Oui, d'abord, je voudrais remercier. Et remercier le jury. Pour moi, ça a été une grande surprise de recevoir ce prix. J'étais sur un autre continent, le continent qui est désormais un peu le mien la moitié de l'année, grâce à ma femme qui y habite et qui m'a ouvert un autre horizon traductif d'ailleurs, cette fois-ci en poésie et en portugais. Et donc, en recevant ce prix, j'ai été vraiment très heureux, d'autant plus que j'étais en train de lire votre traduction des nouvelles de Zweig qui m'accompagnait à ce moment-là. Donc je trouvais qu'il y avait une sorte de continuité et d'affinité entre traducteurs ou amateurs des textes qui me touchait beaucoup. Il y a aussi évidemment Guillaume Métayer, avec qui j'ai noué par bonheur une amitié délicieuse et qui est un extraordinaire traducteur de poésie, notamment les poésies de Nietzsche, sur lequel il a fait quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête ou qu'on fasse un détour, même si on n'est pas germaniste. Et depuis que j'ai vu ces traductions de Nietzsche, bien que notre amitié ait résisté, je dois dire que je ne peux pas faire taire à un bon Nietzschéen que je suis, une jalousie permanente. Il est averti depuis longtemps qu'effectivement je l'admire, c'est-à-dire que je le jalouse ouvertement, publiquement, profondément, chaque fois que je lis ce qu'il est parvenu à faire et que je n'ai jamais réussi en traduisant mal les poésies de Nietzsche. Donc j'étais d'autant plus honoré de recevoir une reconnaissance de gens dont j'estime que le travail est largement, souvent, au-delà des compétences. Je ne me suis pas aventuré beaucoup dans le domaine de la traduction littéraire, un peu dans le domaine de la traduction poétique, mais de manière sporadique et au fond en réponse à des circonstances sans doute à chaque fois particulières. On n'est pas maître de son psychisme traduisant, c'est très très difficile. Et donc, avec bonheur, je traduis de la poésie quand je le peux, surtout maintenant que j'y suis encouragé par Patricia Lavelle, ma femme, mais ce n'est pas ma voie première, évidemment. Donc ce prix m'a fait un plaisir immense parce que j'ai eu la chance d'appartenir à une génération qui a vu naître en France, véritablement, non seulement la traductologie, mais en même temps les institutions associatives qui, à travers l'ATLF, l'Association des traducteurs littéraires de France, a considérablement modifié la profession de la traduction, l'a fait reconnaître, l'a encadré juridiquement et
je parle des années 70, et a enfin permis aux traducteurs d'avoir en France des conditions de travail qui sont assez remarquables, comparées à celles qui existent dans d'autres pays. J'ai siégé longtemps au CNL dans des commissions qui s'occupaient de promouvoir des ouvrages traduits à l'étranger. J'ai pu constater que la condition de traducteur dans nombre de pays, dans la majorité des pays, était bien moins favorable que celle dont il et elle bénéficient en France. C'est dû au travail simultané, je dirais, de la TLF qui s'est vite décliné en atlas avec des assises annuelles à Arles et qui a correspondu à l'émergence de réflexions sur la traduction, comme celle de Jean-René L'Admiral, qui a été mon professeur à Nanterre au tout début de mes études là-bas, Méchonique, Henri Méchonique, que j'ai eu le plaisir non seulement de connaître, mais aussi d'éditer, et puis, évidemment, d'Antoine Berman, que j'ai rencontré, mais cette fois-ci, de part et d'autre de la frontière des traductions de Freud, qui nous ont malheureusement séparés, chacun nous retrouvant dans un camp, et les deux camps ne trouvant pas d'accord. Oui, ça a été, il faut bien le dire, ça a été un débat qui n'est toujours pas résolu, même si heureusement on peut se réjouir que les œuvres de Freud soient traduites en français. Mais je ne me réconcilierai jamais avec l'idée qu'on doive traduire Zélie par Animique. Ça ne me paraît pas possible. Bon. C'était la méchanceté que j'avais à dire. Il faut le dire. J'ai eu la chance aussi d'avoir des bons maîtres. Des maîtres imposants. Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Jean-Marie Zem. Et Paul Ricoeur, j'en dirai un mot parce que je me souviendrai toujours du moment où il a sorti de sa bibliothèque le volume des idées de Husserl, que le commandant de l'Oflag, où il était prisonnier pendant la Deuxième Guerre, avait obtenu sous le manteau au braveur des interdits, puisque Husserl était évidemment mis à l'index. Et dans les marges duquel, avec un vieux bout de crayon, Paul a entrepris pendant les années de captivité de faire sa traduction des idées qu'il n'a plus eu qu'à taper à la machine en arrivant effectivement en 1945 à Paris. C'est un livre assez émouvant à regarder et en même temps c'est une leçon pour les traducteurs mais qui ne me surprend pas trop parce que j'ai fait sur moi-même l'expérience dans des circonstances évidemment qui n'ont rien à voir avec la dureté de cette époque, qu'on pouvait traduire dans n'importe quel cas de figure de Stimmung, c'est-à-dire que l'état dans lequel on se trouve n'a absolument aucun rapport avec la capacité qu'on a de traduire. C'est pas la même chose pour écrire ou pour travailler normalement. Mais on peut traduire en plein désespoir. Ça n'a aucune influence sur cette faculté étrange de transmimétique dans laquelle on se trouve ou dans laquelle l'esprit se trouve lorsqu'il traduit. Je dirais un mot d'Emmanuel Lévinas parce que, évidemment, que les cours qu'il faisait à Nanterre où personne n'assistait, parce qu'à l'époque c'était en 69, vous imaginez bien que les cours sur le mode de production asiatique et la Révolution avaient beaucoup plus d'intérêt que les cours sur Kant. Mais je me souviens de ce bonhomme qui ressemblait dans sa manière d'enseigner à Hermann Cohen, c'est-à-dire une espèce d'éruption volcanique de pensée transmise avec un accent yiddish qui rendait absolument incroyable la limpidité azuréenne de la prose qui était celle qu'on pouvait lire dans ses livres. Et c'était un personnage éminemment étrange dans ce contexte. Mais j'ai beaucoup appris avec lui, évidemment. Jean-Marie Zem, bon, sa grammaire comparative du français et de l'allemand a fait sur moi l'effet qu'a pu faire sur les primates de 2001 au lycée de l'espace l'arrivée du monolithe. C'est-à-dire que je me suis mis à comprendre tout d'un coup comment fonctionnait l'allemand et comment fonctionnait aussi comparativement le français, puisque la grammaire française est écrite en allemand et la grammaire allemande est écrite en français.
français, sur des pages qui se regardent, qui se font face. Et Jean-Marie Zell m'a paru être toujours une sorte d'Aristote moderne de la grammaire. Bon, ça a été un prodige extraordinaire. Et puis je veux citer aussi l'école de Lille, c'est-à-dire Jean Mollac, Heinz Wiesmann qui, heureusement, est encore vivant, et mon ami Pierre-Jules de Lacombe, qui représentent pour moi les personnes qui m'ont appris non pas à traduire, mais à comprendre la manière dont il fallait lire les textes, à comprendre comment les textes étaient faits. Et nous sommes plusieurs dans cette salle à avoir suivi les cours de Heinz Wiesmann dans les années 70 et à nous souvenir que bien de ces cours ressemblaient pour nous à une sorte d'apocalypse, c'est-à-dire qu'on voyait surgir la philosophie allemande sous un éclairage que nous n'avions jamais connu auparavant, y compris aussi parce que Heinz et Jean Mollac travaillaient sur les Grecs, lire Héraclite ou les sophistes, ou Parménide, Empédocle, d'une manière qui était vraiment inédite et qui avait donc directement, indirectement à faire à la traduction. Tout ce parcours-là, tous ces hommages-là que je veux rendre à travers ce prix rappellent une situation historique dans laquelle je me suis mis à traduire en répondant à une nécessité culturelle de l'heure, c'est-à-dire l'état misérable des bibliothèques françaises à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes générations n'ont plus idée, étant donné que les librairies sont couvertes de livres de poche, de ce que c'était qu'à l'époque, mais tout simplement, on ne trouvait pas les livres sur lesquels nous avions cours. Et je me suis dit que la meilleure manière de lire les livres sur lesquels nous avions cours était de commencer à essayer de les traduire. C'est ainsi que je me suis mis, modestement, mais à traduire pour lire. Et dans cette tâche longue, solitaire, comme vous l'avez rappelé, effectivement, j'ai bénéficié d'un apport à peu près indispensable et inédit, qui sont mes 4 enfants, lesquels ont fourni évidemment toutes les heures de babysitting dont on a absolument besoin pour des tâches solitaires, domestiques et longues. Donc je suis ravi de les savoir et de les voir ici. Ça me fait un plaisir immense. Au moins ils savent maintenant à quoi papa passait son temps lorsqu'il était moins disponible mais présent. Bon. Tout cela m'amène à ce que vous avez dit, dont je vous remercie parce que vous avez effectivement dit l'essentiel en disant que les 2 activités, disons, de commentateur et de lecteur de la philosophie allemande et de traducteur étaient indissolublement liées. Les 2 activités ne le sont en revanche pas. Elles sont tout à fait différentes du point de vue psychique. Ce n'est pas du tout la même démarche qui consiste à traduire, qui consiste à écrire. Elles sont même de ce point de vue-là un peu exclusives l'une de l'autre. Certaines peuvent enchaîner assez facilement. Pour ma part, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que j'ai cantonné la traduction à une sorte de statut gymnastique de l'aube et à me livrer à la traduction le matin tôt pour ensuite disposer de la journée afin de me livrer à d'autres activités et pouvoir lire des livres ou écrire. C'est indispensable parce que sinon je n'arriverai pas. La traduction occupe un espace psychique absolument exclusif et stérilise complètement toute tentative d'écriture. Bon. Donc il faut écrire dans un autre moment que celui où on traduit. Je parle de mon propre cas, bien évidemment. Il y a des choses qui ont beaucoup plus de souplesse et de plasticité psychique que moi. Et je vous remercie aussi d'avoir indiqué une sorte de continuité dans mes choix de traducteur. Je dois cette continuité à un article de Habermas qui figure dans le premier livre de lui que j'ai traduit
et qui s'appelle L'idéalisme allemand et ses penseurs juifs. Et Karl Marx, très courageusement, après une émission de radio qu'il a faite en 1952, et qui rappelait aux Allemands le passé dont ils ne voulaient plus entendre parler, que tout de même ce passé avait été grandiose, et que dans ce passé figurait bon nombre de penseurs juifs, tout simplement parce que la première période du XXe siècle en Allemagne a correspondu à l'efflorescence du judaïsme allemand dans toute sa splendeur et dans tout son rayonnement. Et ces penseurs-là, dont on ne nous parlait jamais, me semblaient injustement 2 fois morts. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de me remettre à exhumer des monuments comme Hermann Cohen, mais bon, évidemment que ce n'est pas un auteur qu'on trouve encore en poche, ça me paraît normal, c'est un peu difficile, mais des auteurs comme Rickert, injustement mis aux oubliettes, des auteurs comme Meinong, qui sont autrichiens d'une part et d'autre part, malheureusement, qui ont écrit avant la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'ils n'avaient plus aucune chance d'être reçus en France après la Première Guerre mondiale. Ça a été très dur, cette censure. Pas beaucoup de bibliothécaires qui avaient le courage d'importer encore des livres en Allemagne. Lucien Hère, à l'école normale, a été l'un des seuls à continuer d'acheter en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Donc, l'entre-deux-guerres française a commencé à préparer la désertification culturelle et intellectuelle qui s'est prolongée après la Première Guerre mondiale, où malheureusement Heidegger a surgi comme la seule figure émergeant dans ce pseudo-désert, mais c'était très trompeur. Donc, j'ai eu à cœur de ressusciter, de faire reconnaître au moins la valeur d'un certain nombre d'auteurs qui dessinent une autre Allemagne et qui permettent d'avoir un autre paysage de la réception allemande en France, sur le tard, en retard, mais néanmoins une réception qui était nécessaire, tout simplement parce que la plupart de ces auteurs-là, quand ils ne sont pas morts pendant l'entre-deux-guerres, ont ensuite émigré aux États-Unis, où ils ont fait carrière, où ils ont enseigné, où ils ont lancé bon nombre de disciples qui ensuite reviennent en Europe sans qu'on se rende compte du trajet qu'ils ont accompli, exactement comme certains auteurs oubliés, que je n'ai pas travaillé d'ailleurs, mais Zimmel revient sous la sociologie de Bourdieu de manière absolument transparente quand on peut lire directement Zimmel. Ces oublis-là font que les importations, les courants intellectuels pâtissent de l'absence de traduction ou de réception contemporaine ou quasi contemporaine, et que la traduction doit absolument jouer son rôle. Donc il était facile pour moi de rentrer sur un terrain qui était, à l'époque où j'ai commencé à traduire, quasi vierge. Il y avait évidemment des gens qui commençaient à traduire, mais nous commencions. Nous étions au début, et la masse de livres qui depuis sont disponibles, la réception enfin remise en marche de la pensée allemande me réjouit profondément, parce que c'est ce pourquoi j'ai passé une partie de ma vie en tant que traducteur, et je me réjouis de voir que ça n'a pas été complètement en vain, surtout quand je vois les plus jeunes, car j'ai toujours la chance d'enseigner, ce qui est une chose dont je me passerai très très difficilement, quand je vois les plus jeunes qui n'hésitent pas à reprendre le flambeau, à poursuivre le travail et à s'y intéresser. Donc le bilan général est que je suis un traducteur tout à fait heureux et que j'aurais même presque scrupule d'avoir eu trop de chance de rencontrer les maîtres que j'ai eus, de rencontrer les collègues que j'ai eus, et de pouvoir faire ce que j'ai fait dans des conditions qui finalement étaient bonnes. Il ne faut pas rendre les dieux trop jaloux, mais c'est vrai que
cette période-là a été fort heureuse. Il n'est pas certain que les choses continueront à être aussi rapides, à avoir autant de dynamisme et autant d'allant. Mais il ne faut pas, quand je vois les plus jeunes à qui j'enseigne, je suis porté à tout sauf à désespérer. Voilà. Merci. Est-ce que vous voudriez lire le texte de Nietzsche? Ah, je veux bien, oui, je veux bien lire ce texte. C'est un texte qui est un texte de Nietzsche qui est tiré de la préface qu'il a écrite en 1886 sur son livre Humain trop humain, paru entre 76 et 79. C'est un passage de cet avant-propos. Et évidemment, ce texte donne une certaine idée de l'atmosphère nietzschéenne, c'est pour ça que je l'ai choisi. De cet isolement maladif, du désert de ces années de tâtonnement, le chemin est encore long jusqu'à cette certitude prodigieuse, cette santé débordante qui se plaît à recourir à la maladie elle-même, moyen et hameçon de la connaissance, jusqu'à cette liberté de l'esprit, mais mûr, qui est au même titre domination de soi et discipline du cœur et qui ouvre la voie à des manières de penser multiples et opposées, jusqu'à cette vastitude intérieure qui, gorgée et blasée d'opulence, exclut le danger que l'esprit s'éprenne jamais de ses propres voies pour s'y perdre et reste dans quelques coins à cuver son ivresse, jusqu'à cette surabondance de force plastique, gage de guérison complète, de rééducation et de rétablissement, cette surabondance qui est justement l'indice de la grande santé et qui, à l'esprit libre, donne le privilège périlleux de vivre à titre d'expérience et de s'offrir à l'aventure, le privilège de l'esprit libre, maître en son art. L'intervalle peut être rempli de longues années de convalescence, d'années toutes de transition versicolore, d'enchantements douloureux, domptées et menées en bride par une tenace volonté de santé qui souvent se risque à revêtir déjà l'habit et le travesti de la santé. Il y a là un état intermédiaire dont un homme qui vit ce destin ne se souvient pas sans émotion par la suite. Son bien-propre est un bonheur solaire à la clarté subtile et pâle, un sentiment d'avoir de l'oiseau la liberté, le vaste coup d'œil, l'exaltation, quelque chose comme un amalgame où se sont alliés la curiosité et un délicat mépris. Esprit libre. Ce terme froid fait du bien en pareil état. Il réchauffe presque. On vit sorti des chaînes de l'amour et de la haine, sans affirmer, sans nier, volontairement proche, volontairement lointain, de préférence esquivant, éludant, essayant un coup d'aile, déjà loin, déjà reparti en plein vol. On est blasé comme quiconque a jamais vu au-dessous de soi un immense chaos de diversité, et l'on est désormais tout le contraire de ces gens inquiets de choses qui ne les regardent pas. L'esprit libre, ce qui le regarde en fait maintenant, ce ne sont plus que des choses, et combien de choses qui ont cessé d'inquiéter. Merci pour ce magnifique texte qui me semble correspondre à l'esprit dans lequel vous travaillez et une sorte d'avoir atteint une sorte d'état d'esprit très particulier. J'aurais une question, on avait prévu, Marc Delaunay et moi avons échangé sur quelques questions, certains points, nous ne voulons pas fixer les choses et vous avez dans le premier propos beaucoup dit déjà. J'aurais voulu, puisque vous avez aussi mentionné la question d'où vient la traduction, pourquoi traduit-on, j'aurais voulu, sans que vous nous révéliez des scènes originelles, des scènes primitives, et d'où vient, selon vous, pour vous, comment l'analysez-vous, le fait d'avoir voulu traduire aussi, puisque alors il faut que lire, et la source c'est très simple. C'est très simple. J'avais 15 ans.
J'étais en première au lycée Condorcet et j'ai eu pour professeur d'allemand M. Félix Musset qui, par la suite, a créé une revue qui s'appelait Allemagne avec un S. Aujourd'hui, c'était courageux à l'époque de mettre un S à Allemagne. Et ce bon professeur m'a mis sous les yeux des élèves de première qu'on était le Faust de Goethe, où j'ai lu ce passage extraordinaire où le bon docteur Faust, complètement écœuré par l'accumulation encyclopédique du savoir, la critique des Lumières est insidieuse mais réelle, est complètement désemparé et ne sait plus où puiser, de quoi régénérer son appétence culturelle, c'est-à-dire de quoi régénérer son retour actif à la dynamique culturelle. Et c'est très étonnant de voir Goethe, à ce moment-là, placer le docteur Faust dans son cabinet. Il est sorti, il vient de faire une promenade, il avait entendu des paysans, des chants, etc. Tout ça ne le satisfait pas. Et le docteur Faust se dit, pour retrouver un élan, pour retrouver une joie intérieure, je vais traduire. Et il se met à traduire le prologue de Jean. Et ce passage où le docteur Faust essaye la traduction du début du prologue de Jean, Archéologos, am Anfang war das Wort, au début était le verbe, on arrive au bout de quelques essais à dire am Anfang war die Tat. Au début, c'était l'action. Et à l'époque, évidemment, j'étais très ignorant, donc j'étais certainement sensible surtout aux gestes qui consistaient à faire varier par interprétation et contiguïté la possibilité d'interpréter autrement un texte canonique, mais l'idée que la traduction participait à la renaissance de la tradition en la régénérant et en l'infléchissant ailleurs, cette idée-là a été pour moi un déclencheur. Ça c'est absolument incontestable, c'est qu'après j'ai voulu, à l'époque, on est un peu bête encore, mais on se rend pas bien compte de l'endroit où se trouvent les limites, mais j'ai voulu imiter le docteur Faust, je me suis dit c'est ça qu'il faut faire. Et ça a joué un rôle d'ailleurs très important dans mon propre travail, parce que c'est vrai que j'ai écrit 2 livres qui sont consacrés à l'interprétation de la Bible, et je me suis confronté, non pas au prologue de Jean, parce que je me suis confronté plutôt à l'Ancien Testament, mais justement parce que le prologue de Jean, tel qu'il est traduit par Goethe ici, recèle une ironie dont on ne s'aperçoit pas tout de suite. Il s'agit du prologue de Jean qui est donc écrit en grec, sauf que la variation entre Wort et Tat n'est possible que si on entend l'intertextualité hébraïque qu'il y a derrière dans le mot hébreu davar. Les srim dvarim, c'est-à-dire les 10 paroles par lesquelles Dieu crée le monde, sont en hébreu des actes et des décisions. C'est-à-dire le sens de davar en hébreu, qui veut dire parole, est aussi un sens qui dit décision, acte. Et donc, Goethe, qui n'est pas ignorant, fait entendre, non sans ironie, après avoir dit que la révélation n'est jamais aussi belle que dans le Nouveau Testament, fait entendre un écho de l'Ancien Testament dans la traduction qu'il considère comme réussie. Et tout de suite après, l'ironie se redouble, son Barbet qui court dans ses pattes et le dérange dans son travail de traduction, se change en Méphistophénès. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment la traduction devient une affaire culturelle sérieuse. La traduction, c'est quelque chose qui, dans la culture, est une part diabolique. Der Geist, das stets verneint, l'esprit qui toujours nier la tradition, nier les réceptions convenues, nier le fait que les textes soient figés dans une croûte qui les momifie dans leur signification
et en font oublier le sens. Voilà le travail que la traduction opère. Et ce texte-là ne m'a jamais quitté. Et j'ai toujours été accompagné de ce texte que je relis constamment, que je revois, et je sais que c'est le déclencheur de la traduction. Et puis il y avait un autre déclencheur, beaucoup moins noble celui-là, qui était une revanche à prendre sur une énorme bévue commise en traduisant, je pense que c'était les fastes d'Ovide. Et j'avais écrit au bas d'une version qui concluait, enfin au bas d'une version qui concluait le texte, cette phrase qu'effectivement le professeur à juste titre a souligné en route, barbarisme, solécisme. J'avais écrit les muscles enduits d'huile furent rendus durs. Bon. J'ai voulu effacer à tout jamais cette ignominie, cette cacophonie atroce. Bon. Les traducteurs ne sont jamais, quand on y réfléchit bien, à l'abri de ce genre de bévue ou de cacophonie. Si vous voulez, c'est fréquent. Vous voyez des textes dans lesquels quelqu'un écrit volontiers ainsi si ou aussi si. Et bon, en français, ça passe pas du tout. Mais donc j'ai toujours cette espèce de grelot de Jiminy Cricket, dont les muscles enduits d'huile furent rendus durs, parce qu'effectivement, j'essaye de me venger de cette bévue. Ça m'arrive aussi de faire des fautes grossières. C'est intéressant du point de vue de la traduction ou du dispositif psychique, parce que il y a certains moments, les collègues traductrices et traducteurs me comprendront, où la fatigue produit un état d'asémantisme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment appeler la chose la plus évidente. On ne sait pas comment ça s'appelait. Les mots ne viennent pas. Et parfois, quand on surmonte cette affaire-là, on est capable de grosses bévues. J'en ai commises, souvent. J'ai des amis assez gentils pour me dire dis donc, tu as traduit alt philologue par vieux philologue, c'est pas bien. Bon. Et effectivement, je confesse, il ne faut pas faire ça. Bon. Mon maître en traduction, qui était Jean-René Admiral, me disait oh, écoute, à partir du moment où sur chaque page traduite, il n'y a pas plus que 2 faux sens et pas de contresens, c'est bien. C'était un objectif modeste, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est Goethe. C'est incontestablement ce texte qui m'a... Le Faust de Goethe a été une révélation. Non. D'accord. Et j'aurais une autre question, chose que j'ai abordée tout à l'heure, en fait, une question à laquelle on ne peut que répondre très rapidement, enfin, superficiellement, mais c'est celle des rapports entre voilà, lecture, enfin, commentaire de texte, travail de recherche, et traduction, c'est-à-dire entre traduction et interprétation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans l'ensemble le fait que vous avez, quand vous commencez à traduire un texte, vous avez en quelque sorte lu, relu, épuisé, et ensuite vient un travail de mise en français, ou bien quel est le rapport d'enrichissement de la traduction comme acte d'interprétation par rapport au texte? Est-ce que vous arrivez à démêler la chose? Est-ce qu'il y a des chronologiques, hiérarchiques? Non, pas du tout. Si vous voulez, j'ai une conception japonaise de la traduction, c'est-à-dire calligraphique. Ce qu'il faut, j'ai toujours eu horreur des premiers jets. Je pense que la traduction s'écrit d'emblée. Elle se corrige au fur et à mesure où on l'écrit, mais c'est un coup de pinceau comme celui du calligraphe japonais. Il peut jeter la feuille s'il s'est trompé, mais la traduction, ça doit être une calligraphie réussie. Pourquoi? Parce que ce qu'on traduit, c'est un texte.
c'est-à-dire quelque chose dont d'abord j'écoute la musique, qui pour moi se présente dans sa matérialité littéraire, quel que soit le genre dans lequel le texte s'écrit. Mon ami Vincent qui est là l'a dit très bien, et a fortiori Bruno Clément. Considérer que la philosophie n'est pas un genre littéraire est une erreur. La philosophie est nourrie, pétrie de rhétorique, pétrie de littérature, pétrie de rythme, pétrie d'assonance. Donc, un philosophe comme Adorno, par exemple, n'écrit absolument pas comme un philosophe comme Husserl, ou évidemment comme Scholem ou Rosenzweig, pas du tout. Donc, d'abord, ce qui me frappe dans la traduction, ce à quoi je réagis, c'est à la musique du texte, c'est au rythme du texte, et ça me donne envie, littéralement, de jouer cette partition-là qui me vient sous les doigts. Donc, l'interprétation, elle vient nécessairement pour accompagner la traduction, parce qu'il n'y a pas de traduction qui ne résulte d'une interprétation du texte. Je dirais même, j'ai écrit même, que la traduction c'était une interprétation réalisée, c'est-à-dire décidée. Il y a un moment donné où il faut décider de ce qu'on, du sens qu'on arrête dans un texte. C'est ce que fait la traduction, justement. Et elle ne peut le faire qu'au terme d'un long travail qui l'accompagne, qui est parallèle, qui est le travail d'interprétation, c'est-à-dire le mot est devenu tellement, c'est comme herméneutique, on n'arrive plus à dire ces mots-là, ça veut dire simplement explication de texte, tout simplement. On explique un texte quand on, au fur et à mesure où on traduit, cette explication accompagne le travail de traduction, et encore une fois, le travail de traduction est un travail de réécriture, mais donc un travail qui participe, disons, d'un exercice littéraire. Peut-être une dernière question, incitation, par rapport justement à cette... Vous dites donc en fait vous avez une conception, dirais-je, michonicienne de la traduction, même pour des textes philosophiques, je dirais par rapport à ce qui est là, du souffle, du rythme qu'il faudrait rendre. Et vous semblez donc ne pas faire de distinction fondamentale entre un texte littéraire et un texte, disons, philosophique. Est-ce que... comment se joue le passage malgré tout à l'intelligibilité? C'est-à-dire qu'en fait, traduire est un acte de communication, ou si on a limite, ce n'est pas un acte de communication, mais si vous traduisez toute cette philosophie allemande que vous avez traduite, c'est pour qu'elle soit lisible en français. Et donc, où placez-vous le curseur, si je puis dire, le moment où vous allez justement rendre les choses peut-être plus intelligibles, peut-être avoir une certaine rigueur dans la persistance des mêmes termes. Comment est-ce que est-ce qu'il y a une spécificité en quelque sorte? Oui, même si je suis en général très réservé à l'égard des glossaires, parce que je me souviens de la traduction de la Barboué et Jarzik, de la phénoménologie de l'esprit, comparée à celle de Jean-Pierre Lefebvre. On a exactement là un exemple parfait de ce que sont les deux pôles les plus extrêmes de la manière de traduire. Traduire un texte de philosophie à travers un glossaire préétabli. Et donc, à ce moment-là, le texte de Hegel n'est intelligible que pour ceux qui sont capables de comprendre le glossaire et les interprétations sous-jacentes du glossaire. Ou bien, de l'autre côté, c'est un geste de parole, de discours romantique, où on insiste plutôt, comme le fait Jean-Pierre, sur les effets de parole. Et là, à ce moment-là, l'aspect systématique de la phénoménologie tente à se dissiper ou à se dissoudre. Bien sûr qu'il y a dans un discours philosophique des points d'ancrage, des points où le sémantique prend le dessus par rapport au sémiotique. Il ne faut pas les négliger. Mais il faut toujours distinguer, et c'est là que passe le curseur, ce que sont les concepts, disons, thématiques d'un discours
philosophiques, et puis les concepts opératoires. Et quand il s'agit du concept thématique, il est évident que là, on peut être tout à fait rigoureux et répéter, effectivement, un même terme, quitte à le mettre entre parenthèses dans la langue originale, mais je vais répéter un même terme pour que le lecteur sache quelle est l'obsession du discours tenu, du discours écrit. Mais quant au concept opératoire, très souvent, l'auteur lui-même essaye, à travers ces notions-là, essaye des outils qui lui permettent de cerner ce qu'est le but de son travail. Et là, il faut être d'une grande souplesse, puis il faut faire percevoir aussi au lecteur comment l'auteur aborde par le type de discours qu'il tient ce qui lui importe. Quand on traduit Nietzsche, vous avez entendu une page, Nietzsche parle de quoi? De philosophie, peut-être, de littérature, peut-être. Quel est le genre du texte que j'ai lu? Autobiographie intellectuelle, phénoménologie de son propre psychisme, tout ça se mêle. Mais il est clair que dans ce texte, il n'y a pas de concept. Tout au plus, on voit surgir la notion d'esprit libre, mais le texte est tout entier travaillé par, comme vous l'avez entendu, un rythme. C'est-à-dire, ce que le texte nous dit, c'est qu'on pense en marchant. Le texte que j'ai lu, qui fait une page, n'a que 4 phrases. Donc, on voit très bien que Nietzsche installe un habitus de pensée qui doit être entendu par les lecteurs francophones lorsqu'ils lisent le texte. Merci, je crois que nous allons peut-être mettre un terme à cette discussion. C'est un peu dommage parce que je crois que dans son programme, mais aussi l'assistance, vous aurez entendu parler comme ça, à bâton rompu, et de choses que vous expliquez de manière si claire et encore une matière à débattre. Donc je vous félicite encore chaleureusement. Je voudrais dire aussi personnellement à quel point ça me fait plaisir que ce prix soit donné à un traducteur de philosophie et qui ait cette conception des textes qui les marque comme quelque chose de particulier, mais en même temps qui les ouvre sur d'autres genres, entre guillemets. Voilà, je vous remercie et je vous convie tous à passer dans la salle d'à côté. C'est ça, Yann? Oui. Voilà. Je vous remercie.